France Culture, Affaires culturelles, Arnaud Laporte. Ce soir, nous recevons l'autrice Leslie Kaplan. À 19h20, Affaires en cours. De nombreux plasticiens, depuis le 19e siècle, tentent aussi de penser l'économie. Sophie Crass, historienne de l'art, présentera à Marie Sorbier les traités d'économie sérieux ou parfois fantaisistes écrits par des artistes. 19h50, Affaires à suivre, en compagnie ce soir de la metteuse en scène Corinne Benizio, alias Shirley. Le tout est réalisé par Lise Combe avec Jordan Fuentes à la prise de son. Bonsoir Leslie Kaplan. Bonsoir Arnaud Laporte. Demain, oui c'est bien demain matin qu'on pourra se rendre chez son libraire pour se procurer votre nouveau livre, Un fou, publié chez POL. Il sort demain. Je guettais qu'une occasion de pouvoir vous inviter dans cette émission, tant vos livres me semblent toujours importants depuis de longues années. Ces années, on va en revisiter quelques-unes ensemble ce soir, pour en savoir un peu plus sur vous, sur la façon dont vous travaillez, dans des registres variés, romans, essais, récits, théâtre. Quelques éléments biographiques, tout d'abord, pour dire que vous êtes né à New York, avec des parents tous deux juifs polonais ayant fui l'Europe nazie. La partie de votre famille étant restée en Europe a été tuée lors de la Shoah. Votre père, Harold Kaplan, diplomate, a fait le débarquement à partir de l'Afrique du Nord. Enfant, adolescente, vous avez passé une partie de vos étés auprès de votre grand-mère maternelle à Lakewood. Là, vous l'entendrez parler yiddish avec votre mère. Alors, je renvoie à l'émission de la semaine dernière avec Nourit Aviv et à son très beau film Yiddish, et dire enfin que vous n'avez que 2 ans et demi quand vos parents s'installent à Paris, dans ce quartier de Montparnasse, alors qu'on retrouve dans les pages de nombre de vos livres. Vous apprenez le français à l'école, mais à la maison, on continue à parler anglais. Et puis, quand vous avez 16 ans, vos parents quittent Paris. Votre père est nommé en Allemagne, il sera ensuite au Vietnam. 16 ans, c'est un peu jeune pour se retrouver seul à Paris. Quelles sont alors vos envies, vos désirs, vos convictions, Leslie Kaplan? En fait, la première année, j'ai j'ai passé le bac. Bon, j'étais au lycée Fénelon. Et je pense qu'il se passait quand même beaucoup de choses ces années-là. Bon, vraiment, c'était tout de même encore la guerre d'Algérie. Et je dois dire qu'une des choses qui m'a beaucoup marquée à ce moment-là, c'était la découverte qu'il y avait de la torture. Bon, tout de même, en France, ça m'avait complètement bouleversée, choquée. D'ailleurs aussi, le fait que ma meilleure amie en avait parlé à sa mère, qui avait dit « Tu as un frère sous les drapeaux, on ne parle pas de ça ». Et ça aussi, ça m'avait complètement bouleversée, parce que qu'est-ce que c'était que ce silence? Et puis, il y avait tout de même beaucoup de choses. Il y avait le cinéma, il y avait la nouvelle vague, il y avait... c'était tout de même une période très intense. Période, donc, où vous allez suivre des études, Leslie Kaplan. L'engagement politique, il se fait en même temps, tout participe de tout à ce moment-là pour vous, dans ces années-là? J'ai fait de la philosophie, et puis c'est vrai que j'ai passé un été en Algérie. Après l'indépendance, ça m'a beaucoup marqué, ça m'a passionné. Bon, et puis après, je suis revenue et la question politique continuait à se poser. Et il y avait le début de la grande révolution culturelle prolétarienne en Chine, à laquelle, bien entendu, je ne connaissais rien du tout de la réalité. Mais ce qui était enthousiasmant, c'était l'idée de l'union des intellectuels et des travailleurs manuels. Donc ça, c'était quelque chose aussi qui m'avait beaucoup marqué. Et donc, c'est vrai que juste avant, en janvier 68, j'allais dire juste avant mai 68, je suis allée travailler en usine. Bon. Vous avez été une de ces pas si nombreux que ça quand même, ou nombreuses établies, pour reprendre le terme qu'employa Roger Linhart ensuite pour raconter cette expérience.
Vous y restez jusqu'à quand en usine? En fait, je suis j'ai vécu la grève de mai 68 et juin, juillet dans l'usine parce que j'étais dans l'usine occupée. Et ça, c'était une chose vraiment fondamentale, qui m'a beaucoup marqué. Après, il faut quand même le dire qu'en septembre, j'ai été licenciée. C'était à Lyon, ça. Moi, j'ai vécu ça à Lyon, dans l'usine Brandt, et je suis remontée sur Paris. Et là, je suis retournée en usine quelques mois après, pour en gros 2 ans. Oui, jusqu'en 71, à la naissance de votre premier enfant. Voilà, 72. Oui. 72, pardon. Oui. Alors 72, la publication de L'Excès, l'usine, c'est 1982. On va bien sûr parler de ce premier livre, mais qu'est-ce qui se passe dans ces 10 ans? Il se passe que, tout de même, d'une part, je cherche un peu quoi faire. J'avais très envie d'écrire. J'avais d'ailleurs pensé le faire avant. Mais je savais pas trop. Et il y a aussi le fait que j'ai commencé une psychanalyse qui a énormément compté pour moi. La découverte de l'inconscient, la découverte de Freud, ça m'a absolument passionnée. Et du coup, d'ailleurs, j'ai travaillé comme psychologue clinicienne pendant un temps, dans le Nord. Et ça, c'est une chose qui, après, j'ai fait d'ailleurs des années après un livre qui s'appelle Le Psychanalyste. C'est quelque chose qui était très important. Et puis, quand il y a eu vraiment 10 ans après 68, en 78, tout d'un coup, c'était, quand même, c'est pas possible, il faut en parler. Et c'est là où j'ai commencé L'Excès, l'usine. Alors, avant de parler de l'écriture de ce livre, écoutez Marguerite Duras parler non pas de vous, ce qu'elle fera beaucoup par la suite, mais d'elle, ce qu'elle a beaucoup fait aussi toute sa vie. Elle en parle avec Jean-Pierre Seton dans Les Nuits Magnétiques sur France Culture en 1980. L'écriture écrite, c'est plus quand même que la consigne. C'est un encouragement à aller plus loin. Parce qu'on peut aussi bien consigner des choses. Mais de toute façon, elles sont consignées. De toute façon, elles en passent par toi et ça reste là. Occulté pendant 20 ans ou 2 jours. Et c'est là, c'est gardé. Enfin, il y a des pertes absolues, comme vous me disiez aussi un jour. Il y a des oublis, il y a des choses qui passent que peut-être on oublie pour toujours. C'est ce qu'on croit. Et en fait, c'est intégré quelque part. Oui. On est à soi-même très impressionnant. On est à soi-même un objet très impressionnant. Ça rejoint la peur d'écrire. Mais c'est vrai qu'il y a une peur de l'écrire, ouais. Mais c'est peut-être cette difficulté de passer à toutes ces notes, à cette écriture de la pensée finalement, de la mémoire. De la pensée, c'est le mot. Parce que y a beaucoup de gens qui écrivent tous les jours, c'est à heure fixe. Je pense que c'est un procédé de rassurement pour passer outre à la peur. C'est qu'ils n'écrivent pas. Valérie, le matin, à 5h du matin, pendant 40 ans. On ne peut écrire que dans la peur ou bien alors, je sais pas ce qu'on fait, comment nommer ça. On fait du cinéma alors. Et dans Les Yeux Verts, vous dites, au fond, l'écriture, c'est en dernier ressort le non-travail. C'est un non-travail. Ouais. Parce que c'est au moment où on ne sent plus du tout, on ne ressent plus du tout le travail, qui relève quand même de l'effort. C'est à ce moment-là, quand il se dissipe, quand cet effort se dissipe et que ça écrit, comme dirait Lacan, que ça écrit tout seul, que le livre se fait. Vous avez bien compris, Leslie Kaplan, si je vous ai fait écouter cette archive de Marguerite Duras, c'est pour parler de ce temps qui s'est passé entre effectivement votre période d'établi et le temps de l'écriture. Comment est-ce que vous pouvez commenter ce que vient de dire Marguerite Duras? C'est-à-dire que C'était inscrit en vous? Je pense que oui. Et je pense que même on peut dire tout de même aussi qu'il y a quelque chose qui, alors pour le coup, vient même avant et qui vient du fait, après tout, j'ai pensé ça en l'écoutant. Moi je suis bilingue, c'est-à-dire que français-anglais, et je pense que ça a dû susciter chez moi un étonnement devant les mots.
pourquoi c'est ce mot-là, puisqu'on peut le dire autrement, et que d'ailleurs couramment je le dis autrement éventuellement. Bon. Et donc ça, je crois que cette question de être étonné devant le langage comme un tout, a été certainement un des moteurs, on peut dire, du désir d'écrire, parce que pour moi, ce que je retrouve dans ce qu'elle dit, c'est que on ne sait pas toujours très bien ce qu'on écrit. Et ça, c'est indéniable. C'est indéniable parce que les mots qu'on pose sur la page, ils peuvent partir dans énormément de directions différentes. Et ça, c'est passionnant aussi. Et je trouve qu'il y a un aller-retour entre ce qu'on pose sur la page et ce qui après chemine, qui est vraiment passionnant. Pour peu qu'on s'étonne un peu, disons. Un peu. Mais vous avez parlé aussi de votre travail psychanalytique et du fait que cette découverte de l'inconscient, et vous avez dit à propos de l'excès l'usine, avoir mis un certain temps vous-même à vous rendre compte à quel point l'usine était liée au camp, au camp de la mort, à votre histoire, à l'histoire qui passait par les camps. Absolument. Alors évidemment, la psychanalyse a son mot à dire là. C'est vrai. Et même, je peux même penser à un moment très précis. Alors, c'est un ami qui, d'ailleurs, par ailleurs, était psychanalyste, à qui j'avais donné le manuscrit à lire comme ça avant même qu'il soit publié, qui m'a fait remarquer qu'il y avait des trains et des rails, donc des signifiants, des mots vraiment liés à la question des camps. Et ça, c'est vrai que en l'écrivant, je pensais à l'usine et c'est tout, disons. Mais voilà, ça se passe comme ça. Qu'est-ce qui fait qu'après ce premier livre, il y en a eu d'autres, et singulièrement des romans? Est-ce que vous êtes découvert autrice, Leslie Kaplan? Si je me suis découverte moi-même autrice, c'est-à-dire qu'il faut quand même le dire, pour moi en tous les cas, commencer à écrire a fait que j'ai eu vraiment absolument le désir de continuer, parce que ça déclenche tellement de choses, qu'on a envie d'explorer le monde entier comme ça. Donc il y a eu le Livre des ciels, il y a eu le Criminel, et il y a eu des romans, sur New York, et je crois que j'ai jamais pensé à moi, je suis une autrice, c'est plutôt que j'avais à chaque fois des questions qui me venaient. Par exemple, pour le pont de Brooklyn qui se passe à New York, c'est la question de qu'est-ce que c'est un enfant. Et il me semblait que inventer des personnages, inventer des situations était une façon de répondre à cette question. C'était ma façon à moi. Effectivement, plusieurs livres ensuite sur l'usine. D'abord sur un mystérieux château aussi, sur cet enfant que vous évoquiez et ces 4 adultes à New York. C'est un enfant au milieu d'adultes, ce qui est quand même pas tout à fait la même chose. Il y a un quatuor amoureux. Ensuite, cette fois à Paris, un couple aussi, lui acteur, elle ouvreuse de théâtre, et la tentation du meurtre. On y reviendra au meurtre. Un livre très différent sur les filières d'adoption à l'étranger, à travers la figure de Thiago. Des livres graves, où l'amour et la violence sont quand même toujours très très présents. Comment est-ce que vous regardez ces quelques premiers livres aujourd'hui? Je peux pas dire que je les regarde beaucoup. Mais c'est sûr que... Comment est constitue l'écrivain que vous êtes devenu? Écoutez, franchement, là, je peux dire que je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que, vous avez raison de pointer, il y a toujours eu de la violence et du meurtre. Et ça, tout de même... Et de l'amour. Et de l'amour, absolument. Non, mais c'est vrai, il y a même un livre qui s'appelle Les Amants de Marie, tout à fait. Non, il y a toujours de l'amour, justement. Ce qui fait lien, ce qui fait liaison, l'amitié aussi. Mais c'est vrai qu'il y a aussi toujours, je crois, dans chacun des livres, il y a quelque chose qui a à voir avec le meurtre. Mais peut-être parce que ce sont, dans les 2 cas, l'amour et le meurtre, des expériences limites. Et que ça, c'est tout de même drôlement intéressant d'essayer de les explorer avec des mots. Vous évoquez des Amants de Marie, ça fait partie de ce cycle depuis maintenant. Ça devait être une trilogie, c'est devenu 6 ouvrages, publiés sur l'espace de 10 ans, avec mai 68 en toile de fond pour la plupart, mais avec des personnages qu'on retrouve, notamment cette Marie, elle est dans un roman précédent et elle se retrouve au centre d'un suivant. Qu'est-ce qui s'est achevé pour vous en achevant ce cycle de livres-là?
En fait, le dernier de la série s'appelle Mon Amérique commence en Pologne, c'est avec des éléments très autobiographiques. Mais pas seulement, puisque la troisième partie, il y a une fiction. En fait, il faut quand même le dire, j'ai toujours envie d'écrire depuis maintenant, c'est-à-dire que la façon de le faire, c'est-à-dire de prendre ce qui se passe pour moi, ce qui m'arrive, ce qui arrive aux gens autour de moi. Et on va le voir encore avec Un Fou, demain en librairie. C'est depuis maintenant. Voilà, c'est toujours depuis maintenant. Et bon, je l'ai terminé là parce que je crois que j'avais aussi envie de carrément de passer ailleurs. D'une part, il y a eu des pièces de théâtre. Et il y a eu un roman qui s'appelle Millefeuille, qui est tout de même un peu lié à mon père, puisque c'est le portrait d'un vieux monsieur. Bon, enfin, disons que ça se passait comme ça. La psychanalyse présente, vous l'avez dit, dans ce cycle, il y a le psychanalyste qui fait partie de ces livres-là. C'est une drôle de figure dans un roman, un psychanalyste. Écoutez, j'avais très envie de faire un roman, on peut dire, sur un merveilleux psychanalyste. Je parle du personnage. Simon Scope. Et c'était aussi une façon, puisqu'il y a beaucoup de gens qui viennent le voir, d'introduire beaucoup de personnages dans le livre. Je tiens à dire que, à part ça, le personnage féminin héroïne est une jeune femme qui vient de la banlieue et qui n'a absolument rien à voir avec la psychanalyse, mais elle a découvert Kafka. Autre passion de Leslie Kaplan. Voilà. Mais voilà. Donc c'était un peu les deux pieds de ce roman, Le Psychanalyste. Kafka, on reparlera dans quelques minutes. On va poursuivre cette émission ensemble, Leslie Kaplan. Mais auparavant, on va retrouver Marie Sorbier pour Affaires en cours. L'affaire en cours du jour, les artistes et l'économie. On le sait peu, mais de nombreux artistes à la fin du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui se sont frottés à la pensée économique et ont écrit des traités, ont voulu même renouveler la discipline. Dans leur système théorique, ces artistes livrent une vision forcément singulière sur les enjeux de l'économie dans nos vies. Sophie Crasse, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historienne de l'art et vous travaillez particulièrement sur l'intersection des champs de l'art et de l'économie. Mais alors, qui sont-ils, ces artistes qui s'intéressent à l'économie ? On pourrait croire que l'économie est un champ très spécialisé, réservé aux experts. En réalité, de nombreux artistes ont développé des savoirs sur l'économie, des savoirs qui naissent dans la pratique, dans leur confrontation quotidienne avec le marché de l'art, avec les coûts de production. Et certains d'entre eux ont décidé de théoriser ces savoirs et en quelque sorte de donner des leçons aux économistes eux-mêmes en essayant de monter en généralité par rapport aux savoirs pratiques qu'ils avaient acquis dans le quotidien de leur création. Alors de qui parle-t-on par exemple ? Alors, John Ruskin, qui est une figure qui ouvre l'ouvrage, il explique en fait que seul quelqu'un qui est familier des beaux-arts peut en réalité comprendre quoi que ce soit à la science économique, parce que il faut comprendre avant tout la notion de valeur pour pouvoir travailler sur l'économie, et que finalement seuls les artistes connaissent véritablement cette notion de valeur. Donc voilà, ça crée des profils intéressants un peu à l'intersection entre ce champ de l'art et ce champ de l'économie. Est-ce que l'art est toujours l'étalon de toutes ces théories ? Est-ce que leur œuvre, est-ce que leur création reste le centre ? Alors, en général, oui, l'artiste se pense quand même comme étant au centre de ce nouveau système économique réinventé. Donc, toutes les valeurs se jaugent à l'aune de la valeur esthétique, qui reste considérée comme un absolu, une valeur fondamentale. Et souvent, des artistes comme Isidore Isou, par exemple, un artiste lettriste, estime qu'il faudrait finalement mettre des créateurs à la tête de la Banque de France à la place des banquiers et qu'on obtiendrait de bien meilleurs résultats. Est-ce que les économistes se sont penchés sur ces théories écrites par des artistes ? Est-ce qu'il y a des idées valables ?
Alors, il est arrivé dans l'histoire de la pensée économique qu'il y ait de véritables échanges entre les artistes et les économistes. On peut penser par exemple au Bloomsbury Group qui a réuni un certain nombre d'artistes comme Roger Fry par exemple, qui est présent dans l'anthologie, et un économiste comme John Maynard Keynes. Donc, il y a de véritables échanges qui ont eu lieu, mais je dois dire que le passage reste un petit peu compliqué entre les deux champs. Après, on a des profils d'artistes assez singuliers. C'est pas quelque chose de très connu encore, mais quelqu'un comme Vassili Kandinsky a été formé en économie, a même exercé le métier d'économiste. Il a occupé une chaire en économie à l'université avant de tout quitter pour s'installer à Munich et devenir artiste. Donc c'est aussi des destins singuliers qui permettent de traverser ces frontières entre des champs qu'on pense souvent comme étant très, très imperméables. Vous parlez aussi de Joseph Beuys dans ce livre. Ouais, alors Joseph Beuys, c'est une figure tout à fait intéressante d'un artiste qui est aussi un militant, très impliqué dans des combats politiques et notamment écologistes, et qui a fréquenté de très près des économistes et qui a construit sa pensée en fait au contact d'une forme d'économie écologiste qui repense la place de l'argent comme un instrument de régulation qui devrait en fait aider à démocratiser les rapports entre les gens plutôt qu'à exacerber les inégalités et exploiter les ressources comme il le constate non seulement dans le système capitalisme mais aussi dans le système communiste qui lui est contemporain. Vous sous-titrez votre ouvrage de modeste proposition. Qu'est-ce que vous voulez pointer avec l'utilisation de cet adjectif modeste ? Alors, c'est une référence un petit peu ironique à un texte très célèbre de Jonathan Swift, qu'on connaît mieux pour ses voyages de Gulliver, et qui a écrit un essai qui s'intitule comme ça, de modeste proposition, qui est en fait une satire où il se moque des économistes qui ont des solutions toutes trouvées pour régler les problèmes de la pauvreté et qui, en réalité, aboutissent à de véritables catastrophes. Donc là, c'est une allusion à ce texte de Swift, mais c'est aussi une manière gentiment de me moquer de ces écrits d'artistes qui sont en fait tout sauf modestes, qui en général ont des ambitions extrêmement élevées. Oui, vous dites même que parfois, ils tendent à renouveler la discipline, carrément. Oui. Ils sont vraiment dans une position où ils expliquent aux économistes ce qu'il faudrait faire, en leur disant qu'ils n'y ont rien compris et qu'il faut reprendre tous les problèmes depuis le début. Vous évoquez aussi au tout début de l'ouvrage Robert Filliou, qui a une personnalité un peu, justement, alors lui, pour le coup, à l'intersection vraiment entre le champ de l'histoire de l'art et de l'économie. Ouais, alors Robert Filliou, c'est une de ces figures vraiment de passage entre l'art et l'économie. C'est quelqu'un qui a été formé en économie, il a une maîtrise en économie de l'Université de Californie. Il exerce le métier d'économiste pendant quelques années, et puis un jour il quitte tout, et il se lance dans une vie marquée par la pauvreté, un profond dénuement matériel, une vie d'artiste. Et ce qui est intéressant, c'est que pour le reste de sa vie, il s'est toujours pensé comme économiste, mais en estimant que finalement, il a plus appris de ses années de pauvreté en tant qu'artiste que de ses années de formation en économie, et que c'est de ces années d'artiste, en fait, qu'il tire un vrai savoir sur l'économie. Un savoir qu'il a mis en scène dans des vidéos, dans des conférences, dans des œuvres plastiques un peu bricolées, et qui ont fait de lui une figure un petit peu mythique, en fait, de cette pensée économique issue du monde de l'art. L'ouvrage que vous dirigez, Écrits d'artistes sur l'économie, une anthologie, vient de paraître aux éditions B42. Merci beaucoup, Sophie Crass. Merci. France Culture, Affaires culturelles, Arnaud Laporte. Nous poursuivons cette émission en compagnie ce soir de Leslie Kaplan et je vous propose un petit retour en arrière. Tout d'abord, en avril 2008, je vous recevais sur cette antenne. Vous étiez en compagnie de Frédéric Lollier et Élise Vigier qui jouaient et mettaient en scène à ce moment-là votre texte « Toute ma vie, j'ai été une femme ». Premier texte directement destiné au théâtre, on va en parler. Et pour ces interprètes-là, oui. Elles avaient bien voulu, ce jour-là, nous en jouer un extrait en direct. Long extrait, mais qui va nous permettre d'entendre du Leslie Kaplan. Toute ma vie, j'ai été une femme toute ma vie. Est-ce que cette phrase me semble bizarre ? Non, elle semble bizarre. Toute ma vie, j'ai été une femme. Comment tu peux dire une phrase pareille ? Toute ta vie, tu as été une femme. Comment tu peux dire ça ? Je l'ai dit, c'est tout. Mais tu ne te rends pas compte ? Comment tu peux dire ça tranquillement ? C'est pas sûr que je le dise tranquillement.
Tu dis cette phrase tranquillement, sinon tu serais en train de grimper au mur. Au mur. Oui, au mur. Tu ne peux pas dire cette phrase. Toute ma vie, j'ai été une femme. Je peux pas la dire. Je peux pas la dire. Eh ben si, je la dis. Toute ma vie, j'ai été une femme. Je le dis. Si tu dis cette phrase... Alors quoi, si je dis cette phrase? On ne peut pas te comprendre. On peut pas comprendre cette phrase? J'ai dit, on ne peut pas te comprendre. Je comprends pas. Tu comprends pas quoi? Ce que tu dis, je comprends pas ce que tu dis. Je pense que tu ne te comprends pas toi-même. C'est vrai, je ne me comprends pas moi-même. Toute ma vie, j'ai été une femme. Cette phrase est immense. Immense, immense, qu'est-ce que c'est immense? Cette phrase a tellement de potentiel, de possible. Cette phrase recèle, je dis bien, recèle tellement d'autres phrases. Oui, mais Moulinex libère la femme. Oh non, alors ça, non. Si, Moulinex libère la femme. Moi, je te dis, toute ma vie, j'ai été une femme. Cette phrase est immense, immense, immense. Et toi, tu me réponds Moulinex. Oui, Moulinex. Justement, Moulinex. T'es trop borné, je te laisse. Tu me laisses, comment ça? Je te laisse, t'es trop borné. Moi, je te dis, toute ma vie, j'ai été une femme. Je suis devant cette phrase immense, immense. Je voulais seulement te parler de Moulinex. Moulinex, Poulinex. Tu trouves pas ça important, les appareils ménagers? Je suis devant la phrase, toute ma vie, j'ai été une femme. Je suis devant. Est-ce que tu saisis devant? Tu ne t'intéresses pas aux épluches légumes? Moi, les épluches légumes, ça m'a changé la vie. Ça t'a changé la vie ou ça a changé la vie? Ça m'a changé la vie. Une purée simple est bien plus qu'une simple purée. T'es vraiment borné, purée. Mixé, malaxé, broyé, coupé, tranché, pressé. Et les jus. Ah, les jus. Quoi, les jus? C'est infini. Trivial, tu es trivial. Moi, je te dis, toute ma vie, j'ai été une femme. Cette phrase est immense et tu me réponds par l'infini des jus. Les pommes, les bananes, les poires, les fraises. Ah, les fraises, les agrumes, les citrons, les oranges, les légumes, les fruits, les mélanges. Infini, infini. Trivial. Toute ma vie, j'ai été une femme. Ça, c'est autre chose comme infini. Ça, c'est autre chose. Et les soupes? Quoi, les soupes? Soupe et potage, potage et soupe. Singulier, pluriel, infini liquide, liquide infini, le liquide te pénètre, te remplit, coule dans tes intestins, coule dans tes veines, devient ton sang, ton identité. Dis-moi quelle soupe tu manges? Il faut que je te dise quelle soupe je mange. Châtaigne, potiron. Je te dirai qui tu es. Elle te réchauffe la soupe. Elle te refroidit aussi parfois. Gazpacho, potage au concombre, mange ta soupe. Je suis enthousiaste, la soupe c'est total. C'est sexuel? Bah bien sûr c'est sexuel, c'est total, c'est sexuel. La preuve, quand on n'aime pas la soupe, on a un problème. Et qui dit problème dit sexe. Tous les problèmes sont sexuels. Tout à la est base. sexuel, même la masturbation c'est sexuel. La masturbation ou la mastication? La masturbation c'est sexuel. La mastication aussi. La fellation, la sodomie. Sexuel, entrer, sortir, monter, descendre, courir, s'arrêter, halter, rêver. Rêver, c'est complètement sexuel. Quand on dit je rêve ou pincez-moi, je rêve, c'est complètement sexuel. Pincer, secouer, chatouiller, taper, trembler, frissonner, périr. Périr, comment ça, tu veux dire dépérir? Dépérir, périr et dépérir, tout. Marcher, sautiller. Attends, quand tu vois quelqu'un en train de sautiller, tu vois bien que c'est sexuel, sautiller, gambader. Ouvrir une porte, ah, les plaisirs de la porte, enfoncer la clé, tourner le bouton, claquer la porte, ou au contraire la fermer doucement, sans faire de bruit, en la tenant des deux mains, pousser, passer, trébucher, je te dis tout. Traîner, évidemment, chercher, traîner. Attendre, tu vois quelqu'un qui traîne, tu penses tout de suite à ça, bien sûr, la prostitution, c'est sexuel. Sexuel ou financier? Sexuel et financier. Financier, matériel, charnel, la prostitution, c'est charnel. Ah, les plaisirs de la chair. Mais le plaisir suppose la liberté. La liberté? La liberté, oui, la liberté. Je me sens un peu dépassée. On est un peu dépassé quand même. On a du mal à penser sans repère précis, c'est vrai. Mais bon, toute ma vie, j'ai été une femme. Toute ma vie? Toute ma vie, j'ai été une femme. Frédéric Lollier, Élise Vigier, qui donnait en direct cet extrait de votre texte, Leslie Kaplan, Toute ma vie, j'ai été une femme, publié également chez POL, cette pièce. Alors, Élise Vigier, d'ailleurs, qui sera mon invitée le 4 avril prochain, je précise d'ores et déjà. Ce texte-là, Leslie Kaplan, alors c'était quand même formidable de pouvoir l'entendre aussi bien dit. Ah oui. Donc, on n'allait pas se priver de ce plaisir. C'est le premier que vous aviez écrit donc directement pour le théâtre, première pour vous, mais d'autres textes avaient déjà été adaptés, mis en scène par Claude Régis, par Martial Desfonzobo, par Nicole Yanni. D'autres, quelle place occupe le théâtre pour vous? En fait, quand j'étais
adolescente, pas tellement. C'était plutôt le cinéma. Mais le fait est que, bon, peut-être peu à peu, ça m'a un peu saisi, mais c'est aussi tout de même lié à des rencontres. Alors, d'abord, il y a eu Claude Régis qui a adapté pour le théâtre le texte Le Criminel, bon, et par lui, Martial Di Fonsobo est venu me rencontrer et a fait une mise en scène de l'Excel-Usine, et du coup, j'ai aussi rencontré, Élise Vigier et Frédéric Lollier. Du collectif Les Lucioles. Voilà, le collectif des Lucioles, exactement, qui sont des gens de théâtre tellement extraordinaires, faut quand même le dire. Enfin, là, on a entendu les deux femmes, mais c'est vraiment formidable. Et c'est vrai que ça a certainement aidé à déclencher, disons, quelque chose qui avait à voir avec le théâtre, l'oralité, évidemment, le fait de dire pour que ce soit entendu. Et il faut aussi le dire, le jeu, le pur plaisir du jeu, jouer avec les mots et jouer avec des personnages. Certainement c'était un peu latent, mais là c'était évident. Le cinéma, vous l'avez dit, il a toujours été très important pour vous. Oui. Vous évoquiez tout à l'heure la Nouvelle Vague et Jean-Luc Godard, dont on parlait hier d'ailleurs avec Peter Sellars, à bout de souffle. Oui. Il imprègne tout ce récit roman autobiographique pour beaucoup. Mon Amérique commence en Pologne. En quoi le cinéma de Godard, ça peut être une source d'inspiration pour l'écriture? Écoutez, c'est compliqué à dire, mais c'est sûr que les films des années 60 m'ont vraiment marqué. Vivre sa vie, j'ai continué à trouver que c'est absolument extraordinaire. Enfin, tous les films qu'il a fait à ce moment-là, 2-3 choses que je sais d'elle, c'est aussi beaucoup. Je vois que je viens de citer 2 films avec des femmes. C'est évident que tout ce qui avait trait à la société de consommation, comment il le montrait à travers finalement des choses, des détails, des choses très intimes aussi. C'était vraiment extraordinaire. Et puis, Godard, il a dit, il faut faire, disons, politiquement du cinéma et pas du cinéma politique. Et je trouve qu'au fond, il faut faire politiquement de la littérature et pas de la littérature politique. C'est-à-dire c'est jamais didactique, c'est jamais explicatif, mais on voit parce qu'on a un certain point de vue. C'est le cas dans Un Fou, dont on parle dans un instant, après avoir découvert votre choix musical, comme on demande à chacun et chacune de nos invités. Vous avez choisi que nous écoutions ensemble. Alors, on va pas l'écouter en entier, parce que le morceau dure un peu plus de 14 minutes. C'est My Favorite Things de John Coltrane.
vous jouer d'un instrument, vous, Leslie Kaplan? Non, malheureusement, non. Un regret? Oui, certainement. Bah oui, c'est tellement merveilleux quand on peut, je dis pas faire ça parce que Coltrane, mais oui, j'aurais aimé, mais non. La musique, elle vous accompagne au quotidien? Enfin, parfois, disons que c'est par phase un peu, oui. Mais c'est vrai que, ça, par exemple, je peux l'écouter en écrivant, ou c'est des choses que je connais. Ça peut vraiment m'aider. Sinon, j'aime beaucoup découvrir des choses à la radio, etc. Oui. Ouais, mais alors donc, oui, un Coltrane que vous connaissez bien, ça peut donner quoi dans l'écriture? Ça peut donner une énergie, un flux? Oui, quelque chose comme ça. Et c'est juste, les deux mots, ça colle. C'est lié à la ville, à la présence de la ville. C'est certainement lié aussi à New York, mais aussi à Paris. Et c'est lié à l'enfance, parce que dans la maison, on écoutait plutôt, d'ailleurs, Armstrong, et tout ça. Mais c'est des sensations qui me situent un peu, je peux dire. Oui. Quel lien vous avez à New York aujourd'hui? Pardon? Quel lien vous avez à New York? En fait, j'ai à New York même plus personne. J'ai quelques amis, mais sinon, j'ai un frère à Boston et un frère à Washington. Et vous y retournez tout de même régulièrement? Oui, j'essaye. Oui. Là, c'est un peu compliqué. Ces dernières années, ça a été compliqué. Un peu compliqué les 2 dernières années là, mais oui. J'aime bien. Vraiment, j'aime aller à New York justement, même si j'ai plus de famille. Parce que la ville est tellement extraordinaire. Pour l'énergie qu'elle nous donne. Oui. Et qui se retrouve forcément dans les livres, dans vos livres, Leslie Kaplan, dont on parle. On a évoqué tout à l'heure la place importante des meurtres, liés ou non à la folie, autre thème récurrent, et qu'on retrouve même donc dans le titre de ce nouveau livre, Un fou. On va voir, c'est plus compliqué que ça. Si on reste un instant quand même sur le meurtre, dans Fever, mais aussi dans Le Criminel, dans Miss Nobody Knows, ou même dans Désordre, et son avalanche de meurtres très, très drôle, liés au métier des personnages. Pourquoi cette récurrence des meurtres? Est-ce que vous le savez, vous? Peut-être que je suis très violente. Probablement. Mais je crois aussi que ça a tout de même à voir, on parlait tout à l'heure des camps et de l'inconscient, et tout de même il y a une transmission de quelque chose, c'est-à-dire que le meurtre est là, il existe. Et d'ailleurs, l'usine n'est évidemment pas sans rapport avec le meurtre, parce que c'est le meurtre de la vie vivante. Ça, j'ai toujours pensé ça, je continue à le penser, c'est-à-dire de la façon dont ce type de travail est organisé, vraiment, c'est aberrant. Donc je pense que la question de la violence, elle est, pour peu qu'on essaye vraiment de se confronter au réel, on voit bien que c'est là, toujours. Ce qui amène assez naturellement à vous interroger, ou enfin vous proposer à nouveau cette phrase que vous avez vous-même d'ailleurs commenté dans le livre Le Psychanalyste, cette phrase que vous citez régulièrement de Franz Kafka: écrire, c'est sauter en dehors de la rangée des assassins. Alors, qui sont les assassins, Leslie Kaplan? Justement, c'est ça la question, et je pense que c'est une question vraiment qui est adressée à chaque personne individuellement, singulièrement. Chacun a ses assassins. Bien sûr, il y a des assassins qui, comme ce matin dans la matinale, il y avait Poutine. Tuer Poutine. Mais sinon, je pense que vraiment les assassins, ils peuvent être aussi bien un fonctionnaire comme Maurice Papon. J'ai parlé de ça justement dans le livre que vous citez, Fever. Qui classe des dossiers, envoie des gens mine de rien en déportation et à la mort. C'est un assassin. Mais il y a aussi ces assassins à soi intérieur, comment on peut ressasser des idées noires au lieu de passer ailleurs. Et ça, Kafka, quand j'ai lu cette phrase qui est dans son journal, c'est vrai que ça m'a fait vraiment un effet très très fort, parce que il me semble que c'est ce que on peut souhaiter, sauter en dehors, sauter ailleurs. Et ça, j'espère que c'est ce que fait la littérature, enfin écrire. C'est sûr. C'est ce que fait Un fou. Alors, c'est Un fou le titre, mais on pourrait dire qu'ils sont nombreux. C'est difficile de l'évoquer sans trop divulgacher, Leslie Kaplan. Mais alors partons autrement. Comment il est né, ce texte? Il est né de quoi?
Écoutez, il est né vraiment un matin, je me suis réveillée avec ça. Alors ça, c'était quoi? C'était l'idée de voilà, quand même, on est obligé d'en parler un peu. Ouais. Quelqu'un qui décide de se déguiser en président, et président de la République, et d'aller tenir des discours vides, des discours creux, des discours absurdes, dans des lieux très différents. Dans des lieux très différents, un collège, un lycée, au cirque, à l'usine, etc. Et en fait, l'idée, cette chose que, évidemment, l'Élysée finit par dire ça va pas du tout, c'est pas ça, ça n'a jamais été le président et tout, est reprise dans la société. Et beaucoup de personnes font exactement ça, c'est-à-dire se déguisent et jouent à être président, mais en même temps en disant des choses qui, à l'inverse, sont des paroles vraies, des paroles pleines, des paroles d'écrire un peu ce qui se passe. Et voilà, voilà, ça m'a plu. Parce que prendre la parole dans l'espace public, c'était aussi le sujet de mai 68, le chaos peut-être un chantier, publié il y a 4 ans. Alors autrement, mais cette question de la prise de la parole, prendre la parole, on la retrouve. C'est l'acte révolutionnaire qui nous reste. Toujours prendre la parole? Oui, enfin en même temps, faut être clair, la parole ne suffit pas à renverser. Elle peut être un début. Voilà, c'est un début certainement. Oui, oui, mais ça certainement, et c'est certainement une des choses qui reste dans la tête quand on a vécu mai 68, comment tout le monde se mettait à parler. Et vraiment, ça c'est parce que c'est du coup. Le réel s'ouvre et on arrive au possible, tout ce qui est possible, parce que la parole, quand elle est vraiment vraie, quand elle est pleine, elle porte du possible, ce qui pourrait être le désir, y compris le désir dont on n'est pas forcément conscient même avant. Mais ça, c'est le rôle aussi des mots. Mais dans votre texte, cette parole, elle engendre au départ un certain engouement, puis la peur, puis toutes sortes d'actions, de réactions, jusqu'à ce que le texte, via le graffiti, prenne le relais de la parole. Et c'est là que le pouvoir prend peur. C'est quand même qu'on l'écrit advient. Oui. En particulier parce qu'il y a des enfants qui se mettent à écrire sur les murs. Alors ils écrivent des choses d'enfants, mais tout de même c'est quelque chose qui est très très fort. Et alors là, le pouvoir se sent sans doute menacé. Parce que partir de la figure du président de la République pour arriver à celle des enfants, la mobilisation des enfants, est-ce que pour vous c'est une forme d'espoir ou une forme de désolation? Là, non, c'est plutôt un espoir. C'est quelque chose qui s'ouvre, qui en effet, j'ai toujours pensé que si on était très proche du réel, eh bien justement, on pouvait aussi, le réel contient du possible. On pouvait aussi aller vers l'ouverture. Non, je préfère penser que c'est plutôt un espoir. Évidemment, on verra bien. Non, mais parce que c'est vrai que la mobilisation, les mobilisations récentes font appel à de très jeunes gens, et sans évoquer, mais on peut en parler, de Greta Thunberg, qui est cette encore enfant, qui prend la parole face aux puissants et face à tous les présidents de toutes les républiques. Oui, tout à fait, oui. Oui, mais ça c'est aussi certainement un déficit de ce qui a été pensé par rapport à tout ce qui arrive, tout ce qui nous arrive. Alors elle, c'est le climat bien entendu, mais aussi bien quand même toute la question de la fermeture du monde, qui est ce capitalisme qui continue. Moi j'ai appelé ça le stade grotesque du capitalisme dans un texte récent là qui est en ligne, mais c'est vrai, c'est-à-dire que c'est absurde. Il y a quelque chose d'absurde là. Alors l'absurde, il est très présent dans nombre de vos écrits, Leslie Kaplan, parce que je crois qu'on l'a entendu tout à l'heure avec l'extrait de Toute ma vie, j'ai été une femme. Il y a cette particularité chez vous que dans ce très court texte, Un fou, on a à la fois une réflexion politique sur l'état de nos sociétés qui n'est pas très joyeux, et en même temps des éclats de rire. Comment ça se travaille alors je sais pas si vous écrivez sur ordinateur ou à la plume, peu importe, mais comment ça se travaille vraiment ligne après ligne?
Écoutez, c'est drôlement compliqué d'ailleurs, je ne sais pas, sauf qu'il y a des idées qui arrivent et bon, faut les regarder, en effet les écrire, faut les regarder. Bon, par exemple, là, il y a un mouvement réactionnaire dans le livre qui est contre l'angoisse. Oui, avec des livres formidables, des best-sellers. Hein. Je l'ai noté parce que l'angoisse, la fausse bonne idée du XXe siècle. Oui, ça, c'est un des best-sellers qui est issu de ce mouvement. Voilà, par exemple. Mais c'est-à-dire, je crois que quand on se concentre très fort sur quelque chose, bon, là, c'était aussi la folie du monde, la folie d'un régime de plus en plus autoritaire. Enfin, tout de même, c'est quand même ça, cette figure du président absurde, l'autoritarisme. Quand on se concentre, des idées viennent et il faut les prendre au sérieux. Bon. Et parfois, elles prennent une forme très concentrée et ça donne des mots d'ordre ou des slogans ou de la poésie, après tout. C'est ce qu'on retrouve dans Un Fou. Nous, on va se retrouver dans quelques minutes pour conclure ensemble cette émission, Leslie Kaplan. Auparavant, à suivre. France Culture, affaires culturelles. Arnaud Laporte. Et comme chaque soir, nous quittons ce studio, nous quittons Paris pour prendre des nouvelles d'artistes qui présentent leur travail un peu partout en France. Ce soir, nous sommes en ligne avec la comédienne et metteuse en scène Corinne Benizio, alias Shirley. Bonsoir. Bonsoir. Vous mettez en scène avec votre comparse Gilles Benizio, alias Dino, Platée, l'opéra de Rameau, sous la direction musicale d'Hervé Niquet. Ce sera au Capitole de Toulouse du 19 au 23 mars. Production qui sera donnée ensuite... 24 bah, faites bien de me corriger tout de suite, Corinne. Et ensuite, alors est-ce que c'est bien du 18 au 22 mai à l'Opéra Royal de Versailles ? Je crois. Bon, je vérifierai quand même. Il y a une relâche, 19, 20, 21. Ça devrait marcher comme ça. Alors, Platée, c'est un opéra bouffon de Jean-Philippe Rameau, qui a été créé à Versailles d'ailleurs en 1745. Un opéra ballet. Ballet et bouffon. Ah oui. Ouais. Oui, absolument, absolument. Mais le ballet, on y vient. Le ballet, on y vient dans un instant. Mais le côté opéra, il y a plein de tubes, c'est très réjouissant. Alors, pour rappel, très rapidement, l'histoire d'une nymphe des marais, laide et grotesque, qui se retrouve mêlée aux amours évidemment tumultueuses de Jupiter et Junon. Alors, vous avez choisi, vous, de placer l'histoire dans une favela d'Amérique du Sud. Qu'est-ce qui vous a donné cette inspiration dans le livret ou dans la partition? Ah là là, ça vient de loin. Au tout début, oui, donc on a lu, on a compris. Et puis, on a essayé de comprendre ce qui se passait. Et puis, on s'est dit, bon, voilà, c'est pourquoi Rameau a choisi la nymphe des marécages. C'est la nymphe des marais, mais c'est pire de tous, quoi. C'est là où il y a des grenouilles, où il y a des espèces de créatures. C'est parce qu'en fait, c'est la pire de toutes, quoi. Elle règne sur un domaine qui est vraiment... Personne ne veut c'est vraiment aller en bas de l'échelle, quoi, des nymphes. Et le rôle de Platée est toujours tenu par un homme. C'est une femme, mais qui est chantée par un ténor. Et donc, ça c'est toujours comme ça. Alors on s'est dit, un homme qui joue une femme, c'est un travesti. Et aujourd'hui, les travestis, ils sont pas bien traités. Ça va un petit peu mieux avec le mariage pour tous, mais c'est pas si facile, quoi, aujourd'hui. Donc, on s'est dit, tiens, et si on situe cette histoire dans un milieu de travestis. Alors, dans quel endroit ils habitent? On s'est dit, voilà, c'est le Brésil, c'est la favela. Ils se tiennent chaud dans un endroit, ils n'ont pas beaucoup d'argent, mais c'est un endroit où ils vivent en sécurité entre eux et c'est joyeux. Voilà, c'est ça notre histoire. C'est vrai que ce que votre Platée, c'est une œuvre qui est traversée par des questions de classe et de lutte des classes, mais c'est votre 4e collaboration avec le chef Hervé Niquet. Moi, j'avais eu le plaisir de vous recevoir cette antenne en sa compagnie et celle de Gilles Benizio. C'était à Montpellier quand vous mettiez en scène King Arthur de Purcell en 2008. Comment est-ce que vous avez développé le travail avec Hervé Niquet? Comment est-ce que vous travaillez avec lui sur la musique? C'est formidable, en fait. Là, on est en pleine dans les répétitions, puisqu'on commence samedi. Et les gens autour de nous, qui ont l'habitude l'équipe du Théâtre du Capitole, qui a l'habitude de voir
passé des productions nous disent que c'est incroyable, autant de complicité entre metteurs en scène et chefs, ça n'arrive jamais, enfin rarement quoi. En fait, on se comprend, on travaille ensemble en amont. Dès le début, on est allé voir Hervé à Bruxelles quelques jours pour comprendre, pour savoir, parce qu'on a besoin de son aval, qu'il aime les idées qu'on amène. Très important. Et s'il dit bouffe, on le fait pas. Parce qu'on a besoin d'être vraiment en harmonie, très fort. Donc on a une grande complicité, oui, ça fait 11 ans maintenant qu'on fait des choses ensemble. Et on s'amuse beaucoup. Voilà. Et puis vous avez dit, effectivement, Corinne Benizio, opéra ballet. Le ballet, il est évidemment très important dans Platée et dans l'opéra baroque en général. Là, vous avez travaillé avec le chorégraphe Kader Bellarbi. Comment, là, est-ce que vous avez collaboré avec lui? Quel échange vous avez pu avoir avec lui? Quelle demande? C'était formidable. C'était la première fois qu'on travaillait avec un ballet. Enfin, on travaillait avec un chorégraphe sur d'autres spectacles, avec Philippe Lafeuille des Post Mambo. Mais là, vraiment, on a le ballet, quoi. Avec des danseurs classiques extraordinaires. Alors, on était un peu... on se demandait comment ça allait se passer. Parce que Kader, c'est quand même un danseur étoile ancien danseur étoile de l'Opéra de Paris. Et qui est directeur du ballet de Capitole. Oh là 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 là. Mais en fait... on est pareil, quoi. Il a juste envie que ça se passe bien et d'être en harmonie, que tout soit en harmonie avec, dans l'histoire, les danseurs. Donc on a travaillé merveilleusement, quoi. Bon, une histoire d'harmonie. Merci Corinne Benizio, ce Platée sous la direction musicale d'Hervé Niquet, dans une mise en scène de Corinne et Gilles Benizio, donné au Capitole de Toulouse du 19 au 24 mars, puis du 18 au 22 mai à l'Opéra Royal de Versailles. Quelques instants encore avec vous, Leslie Kaplan, beaucoup de questions à vous poser, mais ces derniers livres en date, et Un fou n'y fait pas exception, sont des livres, je l'ai dit, enfin celui-ci très concis. Comment est-ce qu'on sait qu'un livre, comment est-ce que vous savez que ce livre-là, à un moment donné, il fallait plus y toucher, qu'il avait trouvé sa forme? On le sait. J'ai souvent cette réponse, mais elle ne me satisfait pas. Écoutez, je crois qu'il y a un moment où c'est pas qu'on n'a plus rien à dire, mais que ça a pris une forme, et cette forme, elle est satisfaisante. Je pense que c'est tout de même ça. C'est-à-dire, on avait des questions donnent peut-être un personnage, des personnages, du mouvement dans le texte. On a maintenu la tension, parce que ça, c'est vraiment très important. Et mais voilà, et on sait que c'est ça, et qu'il faut pas ajouter quelque chose. Bon, et je tiens à dire quand même que il y a un lecteur formidable qui est POL, mon éditeur, et que après, vraiment toute l'équipe s'y met, puisque le livre n'était pas prévu. C'était quand même à faire. Et je pense que le fait que ça se passe comme ça souligne bien que c'est ça. Enfin, c'est ce livre-là. C'est ce livre-là. Maintenant. Voilà, qu'il est terminé. Terminé, et dans un peu plus de 3 semaines, le premier tour de l'élection présidentielle. C'était bien qu'il paraisse maintenant, ce fou, demain en librairie. Merci Leslie Kaplan d'avoir été ce soir notre invitée. Demain, dans toutes les bonnes librairies, paraîtra Un fou. Paraîtra, non, il sera dans les rayons. Demain, il paraît aux éditions POL. Et puis, on peut retrouver, évidemment, tous vos livres, tous vos écrits, enfin la plupart, certains sont en ligne aussi. Vous l'avez précisé tout à l'heure, tous les livres publiés chez POL, importants, chez d'autres éditeurs, c'est chez publi.net, généralement, qu'on peut trouver les autres textes. Cette émission, comme toute celle de la chaîne, est à écouter ou podcaster sur franceculture.fr ou l'application Radio France. Une émission préparée par Aïssatou Ndoye, Boris Pinault, Anouk Minaudier, Pierre Bouillet et Lucille Como.